Bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission de RBN France. Nous sommes le dimanche 4 avril, il est 23h et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette première émission. Nous prenons ce soir le relais de nos amis canadiens de Thuon, le Clair de Lune, que nous saluons au passage, tout particulièrement DJ Boieldieu, Zombina et DJ Pierre, que nous espérons retrouver bientôt au gré de nos programmations. Vous pourrez donc nous retrouver chaque semaine entre 23h et minuit sur Radio Bandiranera, www.radiobandiranera.org. Vous pourrez également écouter nos émissions sur notre blog, nos émissions enregistrées sur notre blog Méridien Zéro sur oefor.com et nous faire part de vos observations, de vos remarques sur notre adresse mail zmeridien@yahoo.com. Ce soir, pour cette première émission, j'ai autour de moi trois grandes pointures que sont Monsieur Gérard Vauban à droite, Vaudan, pardon, excusez-moi, hein. Vaudan, hein, j'ai Vaudan, j'avais pas compris, mais à la lecture, je vois effectivement qui représente ici dignement le mouvement d'action sociale. À ma gauche, Monsieur Contrepont, voilà. Membre éminent du clan Zantropa, ou devrions-nous dire du Zantropa-clan ? Clan Zantropa. Du clan Zantropa, un très bien. Zanthropiste, parmi d'autres. Face à moi, le non moins talentueux et connu Pascal Lassalle, chroniqueur émérite culturel et dorénavant déjà implanté dans cette émission. Bonsoir à toutes et à tous. À qui je vais donner la parole tout de suite pour nous faire un petit point sur le nom et le choix du nom de cette émission. Méridien Zéro, c'est vrai que ça n'est pas la dénomination la plus courante pour une émission de radio. Tout à fait, on a voulu donner un petit côté énigmatique, titiller un petit peu la curiosité de nos auditeurs et de lecteurs éventuels, bien sûr, qui essaieront un petit peu d'approfondir cette thématique. Mais Méridien Zéro, tout simplement, ça renvoie directement à l'œuvre de Martin Heidegger, par l'entremise d'Ernst Junger, une figure qui nous est chère et que nous évoquerons sûrement à de multiples reprises lors des émissions qui se succéderont et que connaissent sûrement pas mal de nos lecteurs. Donc ce Méridien Zéro, c'est en fait le passage de la ligne. Le passage de la ligne, c'est un petit essai de Junger. De quelle ligne s'agit-il ? Tout simplement la ligne qui nous fait basculer du monde de nihilisme accompli dans lequel nous nous débattons, dans lequel nous survivons avec peine et dans lequel nous devons lutter, à une nouvelle ère, un nouveau cycle, pourrions-nous dire, si nous nous basons sur le vocabulaire de la pensée traditionnelle, sachant que selon ce Caneva, nous sommes bien sûr en plein cœur de l'âge de fer, de l'âge sombre, ce fameux Kali Yuga, notamment des anciens Aryas, dans lequel, effectivement, il sera donné à une élite militante, bien sûr, comme nous l'entendons, de contribuer au passage de cette fameuse ligne, dans ce Méridien Zéro, cette ligne magique, au-delà de laquelle nous basculerons, espérons-le, pour les générations qui viendront, dans le cycle nouveau, dans l'aurore nouvelle. Merci beaucoup Pascal pour cette explication de texte. Je crois que Contrepont, tu avais quelque chose à rajouter. Ouais, peut-être peut-on préciser qu'il s'agit d'un dialogue entre Junger et Heidegger. Junger a caractérisé ce dialogue un peu plus tard d'un dialogue épocal, donc un dialogue qui fait époque. Et Junger, qui est très nietzschéen, voulait dire par Méridien Zéro le passage de manière très nietzschéenne du nihilisme passif au nihilisme actif. Le Méridien Zéro étant la ligne de partage qui doit transvaluer les valeurs en termes nietzschéens. Donc très prosaïquement, on peut considérer que le passage de la ligne, c'est la mise en action de principes militants, de principes de fondements idéologiques qui doivent nous permettre de décrocher cette époque, de cette époque et de la dépendre du fait auquel elle est suspendue pour nous-mêmes façonner l'avenir. Ce sera en tout cas peu ou prou l'objection que Heidegger formulera à Junger, non pas le passage de la ligne, mais sur la ligne, car Heidegger estime qu'il s'agit d'un énorme travail, à commencer par un travail sur nous-mêmes, si on peut... Très bien, donc nous allons considérer que nous sommes sur une ligne de front. Et ceci m'amène à la thématique de l'émission de ce soir, rupture, dissidence et rébellion, éléments et principes de combat pour le siècle de fer.
Ne vous inquiétez pas, même si le titre peut vous paraître complexe et sibyllin, nous allons nous attacher à en décrire les aspects les plus ancrés dans la réalité de terrain. Rupture, dissidence, rébellion. Voici des notions que nous retrouvons principalement dans le livre de Gabriele Adinolfi que tu as, Pascal, contribué à traduire, dont tu as été l'un des architectes dans sa version française. Et je te cède la parole parce que je crois que tu avais un certain nombre de souvenirs à évoquer à propos de la genèse de ce livre que tu as vu se mettre en branle au travers des premières expériences italiennes il y a déjà 10-12 ans, on va dire, un petit peu plus. Oui, un peu plus d'une dizaine d'années. En fait, cette rupture, elle était déjà présente dans la vision du monde à laquelle moi je me suis raccroché déjà depuis plus d'une vingtaine d'années de militance, de métapolitique, à savoir le courant d'idées qu'il est convenu d'appeler la nouvelle droite, avec sa vision sphérique de l'histoire, où simplement on ne subit plus un cycle passif, mais nous-mêmes, nous sommes amenés à être les acteurs qui feront basculer les choses et, en fin de compte, faire advenir l'histoire avec un grand H. Donc, en fait, concrètement, cette idée de rupture s'est vue incarnée par une avant-garde italienne avec laquelle j'ai été amené à être mis en contact dès l'année 2000. Je me souviens de l'université de Grèce, donc j'étais un des modèles animateurs pendant plusieurs années, tout au long de la décennie 90, et cette année-là était présent Gabriele Adinolfi, ainsi qu'un groupe assez conséquent de militants italiens, parmi lesquels un certain Gianluca Lianone, alias Cinevox, chanteur mince à l'époque. Plus mince, plus fluet, si on peut le dire ainsi. J'ai encore des photos qui en témoignent. Et en fait, Gianluca Lianone, alias Cinevox, chanteur charismatique de Desert Zero Alpha, qui n'avait pas encore lancé ces diverses initiatives qui l'ont rendu plus célèbre aujourd'hui, donc était présent avec de nombreux camarades venus de toute l'Italie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà un groupe qui était transcourant, qui transvasait un petit peu les structures, où étaient présents à la fois des représentants de différentes formations très localisées, parce que l'Italie est un pays qui garde encore des spécificités locales et régionales très, très marquées, et ça se révèle au niveau des structures politiques ou militantes proprement dites. Et d'autre part, on avait aussi mélangé des militants de structures clairement politiques, comme la FIAM par exemple, ou des structures étudiantes, des structures de réflexion, ou plus militantes au sens strict du terme. Et Gabriele Adinolfi, en fait, se révélait être une figure de proue d'un mouvement qui a marqué l'histoire de la droite radicale italienne des années 70, le groupe Terza Posizione, qui est né dans un contexte historique très particulier, celui des années de plomb, de la stratégie de l'attention. C'est l'objet d'un autre ouvrage de Gabriele Adinolfi, traduit en français, me semble-t-il. Tout à fait, oui. C'est au terme de ces premières rencontres que m'est venue l'idée de faire mieux connaître à un public francophone cette problématique de ce groupe. Donc, ce groupe culte, Terza Posizione, qui déjà, dès les années 70, a opéré une certaine rupture dans son propre milieu, dans la droite radicale italienne de l'époque, qui, pour faire simple, se révélait largement inféodée à l'Occident et surtout à l'atlantisme rampant de ces années-là. Donc, on était une droite relativement réactionnaire, qui était mu par un engagement clairement situé du côté américain dans un climat de guerre froide. Et il s'agissait à la fois d'une rupture générationnelle. Gabriele Adinolfi et ses jeunes camarades avaient l'âge des premières années d'après le bac. Ils étaient tout jeunes, entre 18 et 25 ans. Voilà, une bonne vingtaine. Et il y avait à la fois une rupture générationnelle et puis surtout une rupture idéologique profonde, qui les a mis à la fois en porte-à-faux vis-à-vis du système, mais aussi des autres structures qui les ont vus véritablement comme des intrus quelque part, qui leur renvoyaient en pleine face leurs limites, leurs trahisons, leurs écarts, et le fait que ils arpentaient de mauvais chemins quelque part, qui faisaient fausse route. Et cette structure de Terza Posizione, s'est rapidement vue décapitée par le système à travers plusieurs manipulations dont les Italiens sont
sont assez friands. Hein. On reste dans la tradition des Borgia et de l'Italie de la Renaissance, à savoir des manipulations opérées par les services de l'État, hein, souvent les services secrets militaires, en essayant de dresser les uns contre les autres les structures d'extrême gauche, les structures dites d'extrême droite. Hein. Bon, c'est l'époque où fleurissent des structures communistes armées comme les Brigades Rouges, hein, ou Prima Linea, ainsi qu'un terrorisme noir, hein, venu de la droite radicale. Bon, celui-là plus désespéré, hein, plus parfois une sorte de surenchère de la violence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, sur ce plan-là, Terza Position cherchait à échapper justement à cette surenchère de la violence que voulait le système. Hein, ça, c'est clair. C'est bien sûr cette surenchère justifiant après coup des lois répressives, hein, et une architecture judiciaire qui fut sûrement une des plus dures, hein, du monde démocratique occidental. Enfin, en tout cas, dit démocratique, vous l'entendrez aisément comme moi. Pascal, si Terza Position n'a pas survécu à la période, l'idée, ou en tout cas les principes de la rupture, eux, ont survécu, ont même perduré, puisque aujourd'hui, en Italie, on est, en tout cas pour certains groupes, je pense là évidemment à Casapande, dont vous avez souligné les initiatives multiples, on est sur un vrai travail de rupture, encore une fois, avec ce qu'on a pu présenter comme une extrême droite atlantiste, ou alors une droite dure atlantiste, laquelle perdure toujours encore en Europe. Oui, enfin, déjà, il y avait une idée de rupture de par l'intitulé même, hein, la Terza Position, la troisième voie, hein, ce terme qui fera florès chez nous plus tard, même si après, sa mise en application sera plus discutable, hein, dans ses effets à long terme et ses effets positifs. Donc il y avait une rupture à ce niveau-là, aussi une vocation sociale beaucoup plus affirmée. À l'époque, Terza Position va tenir concrètement plusieurs quartiers de Rome, où on mettra en place diverses initiatives, des initiatives pour le logement, des couches populaires, des initiatives aussi visant à mettre en place des coopératives, hein, de production. C'est une des grandes différences avec la France. Le social, les Italiens ne se contentent pas d'en parler souvent. C'est-à-dire que pour eux, on se référait à l'idéal positif de ce qu'avait été le fascisme. Et le fascisme, pas le fascisme mouvement, mais le fascisme élan, hein, qui était toujours vu comme une avant-garde qui vise toujours à rester connecté avec le peuple, hein, au-delà des discours éthérés et des doctrines abstraites. Donc en cela, le fascisme était perçu comme cela, vraiment comme un mouvement, hein, dont on devait s'inspirer, hein, au niveau purement de l'esprit, au lieu de se rattacher stérilement à la pure forme, quoi. Alors effectivement, cet esprit a perduré. C'est vrai que ce mouvement a vu son élan totalement brisé par des accusations totalement infondées. Notamment, on a voulu leur mettre sur le dos les tragiques attentats de la gare de Bologne, hein, en août 1980, dont on sait aujourd'hui qu'ils ont été perpétrés par des individus louches manipulés par les services secrets militaires, hein, le fameux SISMI. Mais bien sûr, Gabriele Adinolfi et quelques-uns de ses camarades ont été obligés de quitter l'Italie pour un exil d'une vingtaine d'années, au cours duquel d'ailleurs ils seront en phase directe, d'accroche directe avec toute la mouvance militante, politique et métapolitique de plusieurs pays, notamment la France et le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, c'est vrai que cet esprit perdure. Et Gabriele Adinolfi a fait un retour remarqué en Italie dès le début de la décennie 2000. À l'époque, donc, j'avais eu la chance de le rencontrer. Et il avait commencé justement à faire partager ses souvenirs avec ce premier ouvrage, Noi Terza Posizione, nous de la troisième position, qui a été traduit en français en 2004, hein, sous le nom de Nos belles années de plomb, hein, la droite radicale dans l'orage de la lutte armée, hein, et de l'exil. Donc, qui est publié par les éditions de l'Ancre et qui est un ouvrage dont je recommande fortement la lecture, hein, aux auditeurs, dans la mesure où ça permet de mieux connaître ce contexte-là. Et ce n'est pas de la pure histoire totalement déconnectée et gratuite, mais ça nous plonge concrètement dans une expérience concrète de rupture qui a marqué son temps, et dont nous pouvons tirer encore des enseignements, même si bien sûr nous avons basculé dans une nouvelle ère, hein, avec des enjeux différents, et enjeux différents bien sûr, méthodes, pensées et concepts différents.
Une question encore. Alors, sont-ce les effets de la crise ou l'essoufflement de la machine, du système capitalo-libéral? Mais cette rupture semblerait, alors, si ce n'est trouver des échos, en tout cas se manifester en divers points du continent européen, et notamment dans plusieurs groupes, pourtant a priori sans rapport. Je pense là aux initiatives des nationalistes autonomes allemands, aux groupes nationalistes ukrainiens aujourd'hui, ou encore au travail d'un certain nombre de militants nationaux espagnols, portugais, grecs. Il semblerait, alors est-ce un vent de maturité, est-ce le résultat d'un constat qui pour une fois serait abouti, mais on assiste, semble-t-il, à une prise de conscience, à une maturation de ce principe de rupture. Alors, je crois qu'on n'est pas confronté d'un pays à l'autre aux mêmes réalités ni aux mêmes éléments sociologiques. Mais est-ce que vous avez pu observer ça? Est-ce que tous les trois, la réponse, la question vous est posée à vous trois. Pascal, si tu veux, tu peux continuer à partir de l'exemple italien. Mais est-ce qu'on n'est pas sur ce positionnement-là d'une rupture qui s'engage au-delà de l'exemple italien? Comme on va dire, comme une preuve de maturité. Disons qu'on a le sentiment qu'il y a eu à peu près au même moment l'éclosion de plusieurs initiatives qui s'inscrivaient effectivement dans une sorte de rupture, ce qui peut appeler une rupture. Alors effectivement, l'Italie est le cas d'école, le cas d'école qui nous a parlé. Moi, j'ai eu le privilège de voir naître les prémices de ce mouvement dans les premières universités d'été, par exemple, transversales que Adinolfi avait mis en place dès 2002. La première, je me rappelle, se tenait à Rieti, au centre de l'Italie, au nord de la province du Lazio de Rome. Et ce qui était surprenant, c'est de voir cohabiter en bonne intelligence des militants qui venaient de structures très différentes, mélange de structures politiques ou purement militantes, voire culturelles et étudiantes, parfois des structures opposées par des conflits de personnes, d'intérêts, et pourtant tout se passait bien. À l'italienne, bien sûr, mais tout se déroulait relativement harmonieusement et j'avais été vraiment surpris. Comme j'avais été surpris aussi de voir certains modes de fonctionnement, des modes de dialogue, par exemple, où en Italie, on s'écoute parler déjà. Ce n'est pas comme nous, la conversation qui est vue comme un pugilat. On va tenter un méridien zéro d'éviter On va cet tenter, écueil. tout à fait. On ne fera pas le cabage. On va tirer des leçons positives de ces exemples. Mais c'était justement cette époque-là où il y avait une pleine recomposition, il y avait véritablement un foisonnement intellectuel, des idées qui fusaient de toutes parts, un peu à l'italienne. On connaît nos camarades latins pour ce côté créatif, virevoltant, qui les caractérise, qui caractérise un petit peu leur état d'esprit. Et c'est l'année suivante qui était née la première initiative qui a fait parler d'elle, cette initiative, cette occupation non conforme d'un squat dans la périphérie de Rome. C'était la première Casa Montag. Montag, on reprenait le nom du héros du roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Donc là, toujours aussi le souci de prendre des références qui ne sont pas forcément des références qui ressortent d'un folklore muséifié qui est encore trop souvent court dans notre mouvance. Manifestation directe de la rupture, là. Tout à fait. Dans les choix... Et Casa Montag a vraiment été quelque chose de porteur, qui a beaucoup intrigué à l'époque, qui a mobilisé pas mal d'énergie. Et quelqu'un comme Gianluca Lianon, avec de nombreux camarades que j'avais rencontrés à cette époque-là, se sont investis à temps plein dans de multiples initiatives liées autour de cette dynamique lancée autour de ce squat, et sont nées quelques temps plus tard la fameuse Casa Pound en plein centre de Rome, près de la gare centrale Termini, ainsi que quelques autres plus ou moins périphériques centrés sur Rome et dans le reste de l'Italie. Tout en continuant annuellement ces universités d'été, et puis en mettant aussi en place un laboratoire fécond avant-gardiste, à la fois d'idées et de formation militante, le fameux centre d'études Polaris, initiative de Gabriele Adinolfi, avec aussi une agence de presse internet, enfin des initiatives un petit peu multivectorielles qui concrétisaient justement cette démarche de rupture, et qui n'est pas allé sans commencer à influencer des structures dans d'autres pays, notamment dans notre belle terre de France. On peut également noter, on va dire, des changements significatifs
et une rupture très engagée sur les terres allemandes. En effet, depuis quelques années, en Allemagne de l'Est, tout au début, puis maintenant aussi en Allemagne de l'Ouest, sont nées des communautés de camarades qu'on appelle Kameradschaften, qui ont donné lieu à un certain nombre de groupes qui eux-mêmes se sont rassemblés sous des bannières dont aujourd'hui on a défini un nom générique qui est nationaliste autonome ou nationaux autonomes, mais qui à l'époque prenait des noms très variés, Freie Netz, Réseau Libre, Autonome Patrioten, enfin bref, un certain nombre de noms variés d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre. Il est à noter aujourd'hui que en Allemagne, les nationaux autonomes rencontrent un réel succès dans la rupture qu'ils ont opérée par rapport au militantisme nationaliste allemand des 30 dernières années. Alors, c'est vrai, l'Allemagne de la fin des années 90, a bien plus à voir avec les paraboutes, le bomber, c'est la boule à zéro, le tout sous la bannière du Premier Reich allemand, qu'avec une avant-garde militante. Du Deuxième Reich, oui, merci Pascal, qu'avec une avant-garde militante. Aujourd'hui, on serait surpris effectivement de croiser les nationalistes de 2010, pantalon large, basket de skateboard, casquette américaine sur la tête, sweat capuche, piercing aux oreilles, rien des stigmates de ce que la grande presse aime à qualifier comme extrême droite. Quels ont été les principes de rupture des Allemands ? Ce sont des principes... alors là, c'est amusant parce que je crois qu'en Allemagne, c'est assez différent de l'Italie. C'est d'abord une rupture de style qui provoque une rupture de fond. Je m'explique. La rupture de style, c'est nous servons de rebutoir, nous servons de bouc émissaire au système par nos tenues, par nos comportements, par la peur et la crainte que nous aspirons. Et donc, de jeunes militants ont décidé d'employer les vecteurs qui drainaient la jeunesse allemande, à savoir ceux d'une culture urbaine, le hardcore, la musique rock hardcore, ou alors le hardcore dans la techno, les modes vestimentaires dont on a parlé, les pantalons larges... Oui, le style urbain, le style urbain. Mais cette rupture de style a entraîné ensuite une rupture de fond, puisque ne répondant plus à des vecteurs qui étaient portés par toute une société comme étant ceux de l'ennemi, ils en sont venus à prendre et à reprendre du terrain là où on ne les attendait plus. Oui, Gérard. Merci Jean-Louis. Ce qui d'ailleurs est extrêmement surprenant, c'est que, pour faire un parallèle avec ce que disait Pascal tout à l'heure sur les Italiens, on peut voir que eux n'ont pas forcément cette rupture, tout du moins dans le vestimentaire. C'est-à-dire que pour être allé avec quelques camarades, il y a déjà quelques temps à Casapan, d'avoir fait tout un tas d'activités avec eux, on a vu tout l'éventail des différents courants de la mode vestimentaire qui est traditionnellement cataloguée comme étant celle de l'extrême droite. On est passé du hooligan au faf en passant par le skin, etc. Et tous ces gens avaient pourtant ces éléments de combat dont nous parlons en eux. Voilà, ce qui veut dire que peut-être est-ce aussi en rapport avec la législation qu'il peut y avoir en Allemagne, qu'il n'y a pas forcément en Italie, etc. Il y a des facteurs qui sont à la fois exogènes et d'autres qui sont endogènes. Là-dessus, il y a à la fois un système répressif qui est sûrement moins laxiste en Allemagne à l'heure actuelle du fait de son histoire et surtout de la dénazification des 60 dernières années. Mais il y a aussi, je crois, on va dire l'esprit qui porte chaque rupture. Et là, je crois qu'on a des différences sociologiques assez importantes. Pour l'Italie, il y a deux paramètres importants qui sont à en prendre en compte et qui datent
qui sont assez précoces et qui datent de la fin des années 60, début des années 70, c'est-à-dire d'une part l'influence de la pensée d'un certain Julius Evola, qui justement a introduit dans la démarche de nombreux militants italiens cette problématique du travail sur soi, de cette révolution intérieure qu'on doit mener. Donc effectivement, une partie de ce qui nous axe fondamentalement, nous le portons d'abord en nous, nous essayons de l'incarner en nous avant de le visibiliser par une mode vestimentaire. Et puis c'est vrai que les Italiens avaient troqué la chemise noire déjà depuis un bon moment. Et c'est vrai que d'une autre part, on voit, notamment sur des photos de l'époque, déjà une rupture vestimentaire, capillaire même des fois, lorsqu'on voit les visages et les apparences de militaires italiens, des structures avant-gardistes des années 70. Ils étaient collés à leur temps. Bon, certains me diront que le GU du début des années 70 aussi portait les cheveux assez longs, mais en Italie c'était beaucoup plus prononcé que ça. Et c'est vrai que il n'y avait pas également, comme Sturm l'a précisé, cette répression idéologique et judiciaire, typiquement allemande, qui ressort bien sûr du traumatisme lié à l'époque national-socialiste et toute la politique de dénazification qui a été menée par les autorités d'occupation après 1945. Oui, Gérard. Juste pour nos auditeurs, effectivement, Jean-Louis est le prénom de Sturm, n'est-ce pas? Exactement. Précision extrêmement importante. Jean-Louis Sturm avec vous entendrez parler de tout un tas de noms d'oiseaux ce soir et dans les prochaines émissions. Mais votre serviteur est le lieutenant Sturm. Je reviens à notre discussion. On pourrait effectivement multiplier les exemples à loisir en parcourant la carte de l'Europe. Je rappelle à nos auditeurs qu'un certain nombre d'éléments importants de cette rupture militante se retrouvent dans un dossier dans le dossier du dernier Réfléchir à Agir, le numéro 34 de l'hiver 2010, dossier qui s'intitule, en un clin d'œil à de jeunes autonomes amoureux des rails de la SNCF, La rupture qui vient. Et effectivement, cette rupture qui vient est sous-titrée vers une rupture militante et nécessaire. Et le dossier est un dossier assez complet sur ce qui chez nous et en Europe peut être considéré comme des éléments, comme le levain, comme la possibilité d'une rupture qui conduirait à de nouveaux modes de combat et conduirait aussi à produire de nouveaux vecteurs de combat. Oui. Ce que tu disais concernant les Allemands, lieutenant Sturm, le lecteur remarquera dans ce dossier que l'exemple allemand a essaimé. Et bizarrement, ce n'est pas vraiment bizarre, mais ils sont à la conquête de l'Est. Voilà. Ils sont repartis à la conquête de l'Est, de la Mitteleuropa, de cette Europe centrale. Et on voit qu'en fin de compte, il y a eu des missionnaires qui sont partis rencontrer des groupes radicaux, que ce soit en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, jusqu'en Ukraine et même en Russie, notamment des groupes de Saint-Pétersbourg. On a vu cet exemple des nationalistes autonomes, que ce soit sur le plan vestimentaire, sur le plan idéologique, avec les différentes démarches initiées, faire tache d'huile. Rotpire, il y en a un paquet. On voit des choses effarantes, Pascal, toi qui maîtrises un certain nombre de dossiers sur l'Est. On a vu des manifs conjointes entre jeunes militants russes et jeunes militants ukrainiens. Oui, par exemple, c'est vrai que moi je m'intéresse beaucoup à ces thématiques-là, comme certains auditeurs le savent déjà. Et on a vu récemment, à l'occasion de l'assassinat d'un jeune nationaliste ukrainien, Maxime Tchaïka, à Odessa, donc au début de l'année dernière, manifester conjointement des nationalistes autonomes ukrainiens qui restent quand même très, très souchés sur des thématiques identitaires propres à l'Ukraine, et des nationalistes autonomes russes de Saint-Pétersbourg notamment. Et lorsqu'on sait aujourd'hui la force et la vivacité des contentieux qui continuent d'opposer les deux pays concernant leur histoire et leur mémoire respective, je pense que c'est un pas positif justement vers la prise de conscience qu'il y a des enjeux qui sont propres à réunir enfin ces militants de peuples qui restent malgré tout proches et avec la volonté de dépasser ces contentieux. Alors, petit aparté, il n'y a pas de canard dans le studio. Les craquements que vous avez entendus pendant les propos de Pascal étaient dus aux mains inexpertes de notre ami Contrepont, qui essayait vainement de déboucher une bouteille de Glenfiddich. Tout va bien, il s'est servi, on peut reprendre le débat. Pour souligner ce que tu disais, Pascal, on peut également
s'étonner de manifestations conjointes entre jeunes nationalistes autonomes polonais et allemands, et également à la frontière dans des zones très problématiques encore aujourd'hui. Oui, ça ressort un petit peu de la même problématique et c'est extrêmement intéressant parce qu'on ne retrouve pas toujours cette volonté de dépasser ces antagonismes hérités des convulsions du XXe siècle chez tous les nationalistes de ces pays-là. Et on voit encore que, par exemple, subsistent chez des nationalistes plus classiques des inimitiés profondes. Je pense par exemple à nos amis hongrois qui ont encore ce traumatisme de l'éclatement de leur pays après le traité de Trianon et qui sont souvent en bisbille avec les nationalistes slovaques ou roumains, ou encore certains roumains avec les Ukrainiens pour la question de la Bucovine. Enfin, on voit toujours ces fractures de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans cette mouvance des nationalistes autonomes qu'on fait le plus grand effort pour aller de l'avant et dépasser ces antagonismes et aller véritablement vers une réconciliation pan-européenne telle que nous la voulons. Gérard, mon cher Gérard Vaudan, je me tourne vers toi pour te poser un certain nombre de questions, puisque tu as l'insigne honneur, avec le mouvement d'action sociale, d'être l'un des exemples que le dossier d'EREA porte à la connaissance de ses lecteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que j'appellerais la mise en place concrète de cette rupture et vers quoi conduit cette rupture ? Alors, d'abord, il ne t'est pas interdit de présenter un petit peu le MAS, qui, je crois, est encore inconnu du plus grand nombre. Oui, absolument. Ce que j'allais dire, dans un premier temps, donc j'appartiens au mouvement d'action sociale, le MAS. Alors, le MAS est né d'un constat, d'un bilan fait par un certain nombre de militants. Qui, pour la plupart d'entre nous, avons déjà milité dans un certain nombre de structures diverses et variées. J'ai l'impression quand même. Il y a du bagage. Il y a de l'âge peut-être aussi parfois. Toujours est-il que ce bilan, nous l'avons fait tant individuellement, personnellement, que collectivement. C'est-à-dire que le MAS est né de la rencontre de quelques camarades qui se croisaient au travers des différentes structures d'ailleurs, et qui, à un moment donné, ont dit, bon, faisons le point, aujourd'hui où en sommes-nous, où en sont les différentes structures dans lesquelles nous avons évolué, et puis, question toute simple, mais a-t-on avancé, a-t-on gagné ? Non. Donc voilà, finalement, nous en sommes arrivés à nous dire que les voies que nous avions, empruntées ces 20 dernières années, 30 dernières années même, ne nous avaient pas menés au pouvoir ou à la révolution qu'on nous avait promis. Donc, nous avons décidé de choisir des modalités d'action différentes. Alors tout à l'heure, le camarade Pascal parlait des Italiens. Nous avons été faire un tour en Italie. D'ailleurs, avec une partie des camarades, nous avons été également en Espagne. Nous avions entamé un tour de l'Europe des nouveautés militantes. Voilà. Toujours est-il que nous avons donc décidé de prendre des axes de combat qui sortaient quelque peu des sentiers battus. Nous avons décidé de développer des thématiques, des axes de travail qui sont en rapport avec cette rupture. Nous voulons travailler dans le peuple, pour le peuple, parce que nous sommes le peuple. Donc, nous souhaitons développer un volet social, un volet écologique, et puis une certaine radicalité dans ces combats, dans ces actions. Pour ça, nous investissons également le milieu associatif, puisque je pense que les différentes actions que nous menons se doivent de se retrouver dans un certain nombre de cadres juridiques, de cadres légaux qui nous permettent d'évoluer au sein de cette société. Nous recherchons également l'autonomie au travers de tout ça. On va revenir sur le phénomène associatif et sur l'autonomie. C'est dommage, j'ai été lancé là quand même. Mais oui, mais il est l'heure de la pause musicale, si tu le veux bien, qui te permettra de goûter à l'excellent Glenfiddich que Contrepont est en train d'assassiner vertement. Donc nous allons, pendant cette pause musicale, écouter un
un morceau de l'album Franc-parler d'Île-de-France, voilà, qui s'intitule Cassez vos télévisions. Je le dis tout de suite, je suis contre. Non, je plaisante. Allez, musique. L'ennemi sur vos écrans est un cauchemar quotidien. Cauchemar quotidien. La gueule de l'ennemi sur vos écrans est un cauchemar quotidien. Chacun est à son poste sur le canapé, spectateur d'une minorité qui devient difficile à supporter. Journalistes, artistes et politiciens se relaient à l'antenne et vous donnent la haine. Journalistes, artistes et politiciens se relaient à l'antenne, c'est un cauchemar quotidien. Tous voudraient faire croire aux travailleurs et aux chômeurs qu'ils comprennent leurs problèmes, qu'ils rencontrent les mêmes, mais ils sont aux ordres des monopoles. Et le peuple en colère n'a jamais la parole. Il va s'exprimer spontanément dans un réflexe collectif. Cassez vos télévisions, cassez vos télévisions, cassez vos télévisions, cassez vos télévisions. De belles poupées et des bouffons intelligents se relaient à l'antenne et vous donnent la haine. De belles poupées et des bouffons intelligents se relaient à l'antenne pour refléter le néant. Les saints et les héros d'autrefois qui se distinguaient en aidant les pauvres ont été remplacés par des modèles plus confortables, des idoles méprisables. Vous n'en voulez pas? Non! Alors, cassez vos télévisions, cassez vos télévisions, cassez vos télévisions, cassez vos télévisions. C'était donc Cassez vos télévisions, un titre de l'album Franc-parler d'Île-de-France. Donc revenons à notre thématique. Rupture, dissidence, rébellion, éléments et principes de combat pour le siècle de fer. Je te redonne la parole, mon cher Gérard Vaudan. Il faut avouer que c'est un nom extraordinaire, hein. Gérard Vaudan, G. Vaudan, dentiste à Mâcon, non? Absolument, dentiste à Mâcon. C'est impressionnant. Donc je te redonne la parole à propos des initiatives de terrain lancées par le mouvement d'action sociale, qui sont, je crois, une incarnation directe de cet esprit de rupture transformé en vecteur de combat. Donc, que peux-tu nous dire à propos de tout ce travail que vous faites, je crois, au travers d'associations, mais aussi de collectifs, dans et autour du MAS? Oui, absolument. Je parlais tout à l'heure du terrain associatif dans lequel nous étions engagés depuis quelques mois maintenant. Et puis, juste avant la pause musicale, là, je parlais d'autonomie. Oui, c'est vrai. Effectivement, l'autonomie reste quelque chose d'important. Nous sommes dans une société de plus en plus coercitive, et cependant, nous avons de grandes marges de manœuvre. L'idée est bien d'attaquer sur des points où on ne nous attend pas forcément, déjà, dans un premier temps.
Et puis ensuite, de prendre le temps de construire toutes ces initiatives, leur donner des fondations solides de manière à pouvoir tenir dans le temps. C'est d'ailleurs pour ça que le MAS résulte d'un travail de je dirais peut-être pas de longue haleine, mais au moins d'une bonne douzaine de mois en amont. Hein. En tous les cas, pour revenir à nos initiatives militantes associatives, je pense notamment à nos camarades de Solidarité Populaire qui aujourd'hui font un travail auprès des plus démunis d'entre nous. C'est du concret. C'est du concret. L'idée l'idée est bien d'être dans le réel. C'est-à-dire que, eh bien, oui, le soir, vous réunissez à quelques militants associatifs, vous allez à la rencontre des plus démunis de nos compatriotes, et puis vous passez 2, 3, 4 heures à sillonner les rues de Paris, à distribuer de la nourriture, des boissons chaudes, des vêtements que vous avez en amont collectés, à des gens qui sont dans le besoin, mais qui sont aussi également, et c'est là où c'est dramatique d'ailleurs, quelques mois auparavant, ces gens, ça aurait pu être vous, moi, nous, etc. Oui, l'ascenseur social fonctionne bien plus comme un descenseur social. Merci pour cet éclairage de terrain. La parole à notre ami Contrepont. Juste une chose, pour avoir participé une fois à l'action sociale, je dois dire qu'il s'agit effectivement de ne pas porter un Harrington, mais plutôt de distribuer de la soupe. Donc il s'agit d'être au fait des réalités les plus sordides parfois même. Et ça met un coup quand même. Hein. Et puis on relativise peut-être un trop-plein idéologique ou un trop-plein intellectuel qui aurait peut-être un petit peu éthéré la mouvance ces 20 ou 30 dernières années. Parfois, certains d'entre nous. D'accord. Donc ça me donne une excellente transition pour vous poser la question de savoir si les travaux du clan Zantropa ne sont pas par trop éthérés. Communauté virtuelle, présence sur le web, et pourtant action dans le réel assez forte. Ouais, je crois pas que effectivement, il y a une présence. C'est une boutade, j'y crois pas une seconde. Il y a une présence effective sur le net, d'abord sur le net, mais c'est une vitrine. C'est une vitrine, car derrière la vitrine, il y a une réalité charnelle du clan Zanthropiste, qui est une réalité charnelle sur plusieurs continents, et puis une entraide presque quotidienne entre ces différents membres, qui vise surtout et avant tout à éviter le rembourgeoisement. Donc c'est une correction fraternelle, comme diraient les catholiques. Oui, une correction fraternelle. Attention, ça. Tu dévies, tu t'installes. Non, il y a certains des anthropistes sont catholiques. D'autres viennent d'horizons différents, mais le clan anthropiste est très ouvert. D'ailleurs, c'est une de ses caractéristiques, c'est qu'il n'a pas d'esprit de chapelle, le clan anthropiste. Bon, et la jeunesse du clan Zanthropa, comment s'est-il constitué? Comment cela vous a-t-il amené à mettre sur pied un blog? Zanthropa, c'est d'abord un groupe d'amis. Même pas de camarades, d'abord un groupe d'amis. Et d'ailleurs, la Vlamsoy, ça a fonctionné comme ça. C'est d'abord un groupe d'amis qui ensuite a fédéré des camarades. Mais Zanthropa, c'est pareil. C'est un groupe d'amis qui a fédéré des camarades sur le monde entier, maintenant on peut le dire, puisqu'il y en a en Guyane, en Irlande, en Asie. Donc à travers tous les continents aujourd'hui. D'accord. Et le passage à un blog? Le passage à un blog, il s'agissait de communication entre nous, et de création et d'information. Et puis il s'agissait de diffuser la vision du monde qui nous est commune. En l'occurrence, on pourrait caractériser ça en disant que c'est le dédain de la vie commode et la révolte contre le monde moderne. Ce qui nous caractérise avant tout, je crois que c'est l'absence, ou du moins la volonté de ne pas être haineux, mais de tout faire par amour. Comme dirait José Antonio Primo de Rivera, non pas contre les morts, mais Saint-Jacques, faisons l'Espagne. Très bien, c'est un peu nébuleux pour moi, mais ça... Non, c'est très bon. Dernière question, Contrepont. En quoi le site, enfin le blog de Zanthropa est-il un vecteur de rupture?
Parce qu'on voit les effets, de la lecture quotidienne ou hebdomadaire de Zentropa par beaucoup de militants francophones et français. On voit les modifications de style sur les blogs qui sont nés à la suite de Zentropa, les petits blogs de groupes, de groupes de pensée, de militants à droite et à gauche. Il y a un style Zentropa qui a développé de nouvelles moutures militantes. Alors l'influence que nous pouvons avoir, ça, ce serait pas à moi d'en parler. Pas de fausse modestie. Hein. Si. En revanche, je pourrais parler des raisons, des objectifs que nous poursuivons et des raisons, je crois, du succès de Zentropa. Le succès de Zentropa vient d'abord, je pense, de son anonymat. C'est-à-dire que sur un moyen comme Internet ou de la blogosphère où pullulent les égologies, sur Zentropa, il y a un anonymat foncier. Donc un anonymat foncier par contraste avec la blogosphère où pullulent les égos. Je crois ensuite qu'il y a plusieurs autres caractéristiques, notamment l'endurance. Il y a environ 8 nouveaux posts, 8 nouvelles rubriques par jour. Donc il y a une endurance certaine de Zentropa depuis plusieurs années. Il y a ensuite son caractère international et plurilinguistique. Et puis surtout, je crois que l'essentiel, c'est la réalité charnelle du clan zentropiste, c'est-à-dire l'accord, le style de vie des zentropistes, qui, je l'espère, se reflète un peu dans cette fenêtre virtuelle. Mais Zentropa, bien loin de n'être qu'un blog, à organiser des concerts, à organiser des soutiens aux Karen, par exemple, dernièrement. Oui. On l'a donc, vu, voilà, donc il s'agit avant tout d'une réalité charnelle qui communique par le biais de la blogosphère parce qu'ils sont éparpillés sur plusieurs continents. Mais bien, merci Contrepont. Je crois qu'effectivement, Zentropa est une excellente réussite et quelque chose qui soulève l'enthousiasme des jeunes militants. Il est l'heure maintenant de donner la parole à notre ami et camarade Pascal pour sa chronique culturelle. Chronique que vous retrouverez à chaque émission, peut-être pas présentée à chaque échéance par notre ami Pascal, mais chronique à laquelle nous tenons par-dessus tout. Pascal. Voilà, chronique culturelle, donc c'est-à-dire lorsqu'on entend le mot culture, on jette sa console, on éteint son écran d'ordinateur, on met son clavier de côté et on ouvre un bon bouquin où on regarde un DVD intéressant et sensé sur son poste de télévision ou son bel écran. Alors, concernant la moisson de la semaine, j'ai sélectionné pour nos chers auditeurs d'abord une série d'articles et de revues qui me semblent tout à fait pertinentes. Je pensais d'abord à un entretien avec Thierry Mudry, grand spécialiste des mouvements nationalistes révolutionnaires et aussi des réalités charnelles, politiques et confessionnelles. Il a souvent un aspect novateur. Et Thierry Mudry est interviewé dans le dernier numéro de Rébellion, nos camarades socialistes révolutionnaires européens, qui tiennent excellent support. Voilà, qui tiennent des thèses souvent intéressantes, malgré des fois une rhétorique marxisante un peu lourde. Mais un peu lourd, bon, ceci dit, on n'en reste pas là. Et Thierry Mudry développe ses idées sur une réalité peu connue de nos lecteurs, à savoir le problème nord-irlandais, au-delà des clichés habituels. Et il jette un regard neuf là-dessus pour ceux qui s'intéressent justement à cette problématique irlandaise et nord-irlandaise en particulier, problématique des protestants d'Ulster, dont je conseille vivement cette lecture à nos auditeurs. Autre chose sinon, concernant les articles, aussi un article d'Alain Benoît, bien connu des services, si je puis dire. Alain Benoît qui a fait depuis quelque temps un retour au spectacle du monde, où il avait officié déjà dans les années 70, avant de se faire éjecter au début des années 80, pour propos anti-occidentaux, si je puis dire, lorsque le Grèce avait entrepris son tournant anti-libéral et anti-américain. Donc Alain Benoît a écrit dans le dernier numéro du spectacle du monde, donc mensuel du groupe Valmonde, un article extrêmement intéressant intitulé Internet, avènement de Homo numericus, où il jette un regard à la fois philosophique et sociologique justement sur les implications d'Internet sur aujourd'hui la naissance, si je peux dire, d'une nouvelle humanité et sûrement pas l'humanité que nous voulons voir advenir. On est plutôt dans le règne du dernier homme qui cligne de l'œil, comme aurait dit l'oncle Frédéric. Donc le numéro de Spectacle du Monde, d'ailleurs cet article, les auditeurs pourront le lire en ligne sur le site spectacledumonde, un seul mot.fr. Concernant les revues,
pour terminer sur ce chapitre-là, donc 3 revues que j'ai sélectionnées. Tout d'abord, le dernier numéro du mensuel Le Choc du mois, dont je conseille la lecture régulière et même l'abonnement à tous les auditeurs, avec 2 dossiers. D'abord, l'un d'entre eux intitulé « Faut-il brider la Chine ?» où on retrouve toujours le sens de la propos et la formule de nos amis du choc, avec notamment 2 entretiens intéressants avec Jean-Luc Dognac, grand spécialiste de la Chine, et Constantin de Slizevich. La Chine, vraiment, objet aujourd'hui émergent, clairement identifié, et surtout dans la lignée d'un dossier qui était sorti chez nos camarades de Réfléchir et Agir, un pays qui peut inquiéter de notre point de vue. En tout cas, une question à suivre de très près pour ceux qui sont férus de questions géopolitiques. Deuxième dossier sur la presse, avec des entretiens notamment avec Bernard Poulet et Henri Delesquen, patron de Radio Courtoisie. D'ailleurs, les auditeurs pourront retrouver aussi des articles intéressants et des propos intéressants sur le blog Le Choc du mois, hautefort.com. Ensuite, dernière revue, le dernier numéro de la nouvelle revue d'histoire de Dominique Vénère qui fait le point et remet le pendule à l'heure sur la question de la débâcle de 1940 et du désastre à l'espoir, toujours très pertinent. Et là aussi, des munitions intellectuelles sur le plan historique qui sont, à mon sens, indispensables pour tout militant qui se respecte. Enfin, le bulletin des amis des associations des amis de Jean Mabir, qui vient de sortir son 26e numéro, toujours remarquablement réalisé, où là, il est question d'une thématique qui était chère à notre écrivain normand préféré, notre cher Medjean, qui concerne justement cette expérience historique unique que fut le Wandervögel, et donc ces oiseaux migrateurs allemands que Jean Mabir avait inspiré avec l'émergence d'un groupe français dans les années 90. Concernant les livres, 2 livres ce mois-ci, deux qui viennent de paraître, qui a été présenté d'ailleurs lundi dernier sur Paris, un livre qui fait le point sur la crise systémique que nous venons de connaître, et enfin que nous venons de connaître, dans laquelle nous sommes toujours empêtrés, un livre d'un certain David Mascret, qui est connu de certains représentants de la mouvance, et la mouvance catholique principalement, et qui s'intitule « Crise, crash, collapsus » aux éditions de l'Infini. Voilà, qui est aussi coédité avec les cahiers de l'IDC, l'Institut de la démocratie et de la coopération, mis en place par les Russes. Son prix est de 20 €. 20 €, d'accord. Voilà. Et les auditeurs pourront aller voir sur le site les éditions de l'Infini en tapant sur moteur de recherche. Concernant le deuxième bouquin, il s'agit d'une monumentale biographie de Charlemagne, assez novatrice, parue chez Perrin et signée par Georges Minois, qui était déjà l'auteur d'une remarquable histoire de la guerre de 100 ans. Là, on a le sens du récit dans un sens chronologique et surtout aussi une étude des diverses mythologies qui ont tourné autour de Charlemagne, concernant bien sûr l'idéal européen, la vision qu'en ont eu les Français et les Allemands. Donc vraiment, pour ceux qui sont passionnés par cette figure éminente de notre histoire et qui symbolise pour beaucoup d'entre nous ce noyau carolingien, cœur d'une Europe à venir, une lecture indispensable. Enfin, pour terminer dans le domaine cinématographique, concernant les films dans les salles et les DVD donc sortis dernièrement, je signalerai 3 longs métrages. Le premier d'entre eux, c'est un long métrage assez étrange, qui rebutera sûrement beaucoup d'auditeurs et qui est un film pour tous et pour personne, comme aurait dit Nietzsche. C'est le film Le guerrier silencieux, intitulé en anglais Valhalla Rising, l'ascension vers le Valhalla, qui est beaucoup plus parlante. C'est le dernier film d'un cinéaste danois assez singulier, qui s'appelle Nicolas Winding Refn. Et ce film, certaines critiques l'ont qualifié de film de viking qui est justement au film de viking ce que 2001 est à la science-fiction. Je pense que c'est pas totalement exagéré. Effectivement, c'est un film qui ennuiera profondément ceux qui attendent un nouveau Conan le Barbare, malgré tout le bien que je peux penser de ce film. C'est un film exigeant, donc c'est un film purement sensoriel, quasiment hypnotique, avec très peu de dialogue, et qui en fin de compte se base sur une atmosphère, sur ce que Junger aurait appelé l'élémentaire et le symbolique, avec un personnage qui évoque une figure odinique sur pas mal de points. Le personnage est borgne, c'est un guerrier borgne qui va opérer une sorte de périple initiatique qui va s'exprimer par le biais d'un enfant. Beaucoup de pistes de réflexion sur ce film que je ne développerai pas aujourd'hui, mais que les lecteurs sensibilisés à cette thématique et surtout fans de
mythologie nordique et d'alphabet runique, en tout cas qui sont familiers de cet univers, pourront goûter au plus haut point. Les 2 autres films sont sortis en DVD récemment. Il s'agit tout d'abord de l'affaire Farewell de Christian Carion qui remet au goût du jour et en mémoire une affaire d'espionnage tonitruante qui a contribué entre autres à la chute de l'Union soviétique à la fin des années 80 et la naissance de la perestroïka. Donc remarquable film avec notamment Emir Kusturica dans les rôles principaux et Guillaume Canet qui est supportable pour une fois. Deuxième film, Katyn d'Andrzej Wajda, donc qui bien sûr remet en mémoire cette tragédie qu'ont subi plusieurs milliers d'officiers polonais assassinés par les sbires du NKVD soviétique. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, ces fractures mémorielles ne sont pas totalement écartées et qu'elles ont aujourd'hui des implications géopolitiques, notamment entre les autorités russes et polonaises actuelles. Un grand merci Pascal pour cette chronique culturelle, riche, variée, dense. Voilà, vous pourrez y retrouver tout ce que vous souhaitez. Il nous reste quelques petites minutes. J'ai un certain nombre de choses à vous dire avant de vous quitter. Tout d'abord, je remercie nos 3 invités. Gérard Vaudan pour le MAS, Pascal Lassalle pour un certain nombre de choses, la chronique culturelle, ses impressions sur l'Italie, Gabriele Adinolfi et notre camarade Contrepont pour ses interventions sur le clan Zantropa ou Zantropiste au choix que vous pouvez retrouver sur la blogosphère et sur Internet. Je salue tout d'abord, tous nos camarades autonomes de France et de Navarre, je pense ici aux gens de Dies Irae, de Vox Populi, de la Vlamsuis, des groupes normands, des groupes champenois et de tous les autres qui constituent la grande cohorte de ceux qui nous rejoignent. Je vous prie d'excuser les légers couacs, les blancs, les possibles ratés et ratages que nous avons émis sur cette première. Soyez indulgents. Nous sommes là pour un moment. Nous allons nous professionnaliser, mais pas trop. Et nous allons y mettre du sérieux, mais là aussi pas trop. Et vous inquiétez pas, il y aura toujours une bouteille de Glenfiddich, de Glenmorangie, ou d'autres breuvages célestes pour nous accompagner. Je vous rappelle l'adresse du blog de notre émission, donc Méridien Zéro sur hautefort.com et également l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter et émettre vos avis, opinions, insultes variées ou louanges à votre plus grande liberté. Je vais y arriver. C'est donc zméridien@yahoo.com. Enfin, je prends quelques instants de gravité pour rendre un hommage appuyé aux jeunes supporters parisiens, jeunes, 38 ans, je crois que c'est jeune encore, décédés des suites d'affrontements avec un certain nombre d'énergumènes de la tribune Auteuil. Il y a à Méridien Zéro très peu de fanatiques du football. On ne le regarde pas à la télé, je crois qu'on ne le pratique même pas le dimanche. Mais il y a un certain nombre de gens sensibilisés au fait que, aujourd'hui, Auteuil, Boulogne, ça symbolise aussi l'opposition de 2 forces en France. L'une conquérante et arrivante, et l'autre qui n'a pas envie d'abdiquer et qui n'abdiquera jamais et qui l'a prouvé. Yann a été pris entre ces 2 feux. Yann était un supporter de la tribune Boulogne. Nous saluons tous les camarades de Boulogne. Nous saluons tous les supporters de Boulogne. Et nous pensons à la famille de Yann. Je vous donne, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une émission dans le flyer qui sera évidemment publié sur Zantropa, vous réservera la teneur. Je tiens tout particulièrement à saluer la technique en la personne de Lord Sergueï, présent aux manettes et sans qui cette émission n'existerait pas, tant sur son déroulé actuel que sur son montage et tout ce qui a précédé. Nous sommes entourés d'un certain nombre de câbles, de micros, de tentures qui préservent le son, toutes choses qui nous sont étrangères et qui constituent le cœur de cette émission. Il est presque l'heure de vous quitter. Je vous salue donc. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes les meilleurs vecteurs de l'émission. N'hésitez pas à envoyer les podcasts à tous vos amis pour peu que nous ayons réussi en milieu de semaine prochaine à les poser sur le blog. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt, messieurs. Merci, bonsoir.